Bonjour, aujourd'hui, de la bataille de l'Atlantique jusqu'au naufrage du Kursk, l'épopée des sous-marins, deuxième partie. Les deux machines en avant-grande à gauche, tout venir au 107 107, commencez l'approche. Paré! Tube 1 et 2, feu autorisation. Tube 1, feu! Ans d'histoire. On ne parle plus guère aujourd'hui de ce qui fut pendant un demi-siècle l'arme la plus terrifiante de la guerre froide. Ces quelques dizaines de sous-marins nucléaires, dont certains se cachent encore aujourd'hui, quelque part au fond des mers, en attendant l'ordre de lâcher sur un éventuel adversaire la plus formidable force de destruction jamais conçue par les hommes. Depuis qu'elles utilisent les sous-marins, toutes les marines du monde en ont fait des armes redoutables. C'était déjà le cas pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand les U-boats de l'amiral Dönitz revenaient dans leur port, persuadés qu'à eux seuls, ils pouvaient offrir la victoire à Hitler. La presse locale et étrangère vante les succès de nos sous-marins U-boats. Récemment, nous avons coulé 90 000 tonnes en une semaine. Le retour au pays d'un navire victorieux après une longue mission. L'amiral Dönitz, commandant des sous-marins, décore de la Croix de Fer la vaillante équipe à son arrivée au port. Daniel Costel, bonjour. Bonjour. Alors c'était une archive allemande de 1940, au moment où commençait dans l'Atlantique une guerre sous-marine qui aurait pu donner, vous l'avez dit hier, la victoire à l'Allemagne. Alors vous le rappelez aussi dans une histoire de la marine qui vient d'être rééditée en DVD par TF1 Vidéo. En 1940, l'Allemagne n'a qu'un très petit nombre de sous-marins. Le commandant en chef de la marine allemande, c'est l'amiral Raeder, et il compte plutôt sur les navires de surface, les grands croiseurs, mais beaucoup plus que sur les sous-marins. Les cuirassés, oui. Oui, moi j'ai rencontré Dönitz et j'ai été très frappé parce que, comme beaucoup de vétérans, de plus ou moins importants de cette époque, ils ont toujours un discours du genre ah, si Hitler m'avait écouté. Heureusement que Hitler l'a pas écouté, puisque lui était un spécialiste des sous-marins et il prônait dès le réarmement de l'Allemagne, c'est-à-dire dès 1936 ou 1937, une explosion du nombre des sous-marins. Et ce qu'il visait, c'était d'avoir 1000 sous-marins. Les fameux 1000 sous-marins, c'était un chiffre mythique, qui, en 1939, aurait interdit toute espèce de circulation sur la mer, sur les mers, et en particulier entre les États-Unis et l'Angleterre, puisque les États-Unis, dès l'entrée en guerre de la Grande-Bretagne, ont été des grands fournisseurs de matériel militaire et de toutes sortes d'approvisionnements à l'Angleterre. Donc par conséquent, ils étaient en position là pour véritablement gagner la guerre dès 1939. Ils l'ont pas fait et Dönitz m'a dit, c'était incroyable la manière dont Hitler s'est acharné, s'est entêté à fabriquer une énorme marine de surface. Mais j'ajoute que, à l'époque, c'était aussi la manière dont la France, avec l'amiral Darlan, concevait la puissance. La puissance, c'était la puissance des cuirassés. Ils avaient une guerre de retard, si vous voulez. Les Japonais, par contre, de leur côté, développaient une flotte de porte-avions. Et les Américains aussi développaient une flotte de porte-avions. Les Allemands ont loupé, et en particulier Hitler, ont loupé le coche en construisant ces énormes cuirassés comme le Bismarck, le Tirpitz, etc., qui n'ont pas fait long feu, qui ont été coulés assez vite, et qui étaient des dinosaures par rapport à, effectivement, ce que pouvait représenter une énorme flotte de sous-marins. En fait, il y a aussi peut-être le fait que Hitler comptait sur une guerre courte et victorieuse sur terre, donc par conséquent, il n'a pas trop développé. Je crois qu'il y avait une idée qui était le classement des puissances
en matière de tonnage surface. de flotte de surface. On disait voilà, le Japon a 5 millions de tonnes de flotte de surface, l'Allemagne a 4 500 000 tonnes, les Anglais ont 7 millions de tonnes. Enfin, on se plaçait selon cette espèce de rang dans le monde qui était la puissance de sa flotte. Alors avec de grands cuirassés pour ce qui concerne les Allemands, comme le Tirpitz, le Scharnhorst, le Gneisenau, le Bismarck, qui était vraiment le plus important, coulé en 42. À partir de ce moment-là, l'amiral Dönitz, qui va devenir commandant de la marine en 43, Dönitz fait construire des sous-marins de manière accélérée. Je crois qu'ils en construisaient dans les chantiers allemands 25 par mois, c'est-à-dire presque un par jour. Et alors surtout, il va mettre au point une tactique qui au début va infliger des pertes énormes. Daniel Costel aux flottes alliées. La tactique de la meute. Les meutes, c'était quoi les meutes? Eh bien, ça dit ce que ça veut dire, les meutes de sous-marins, c'est-à-dire attaquer à plusieurs, une dizaine de sous-marins, des convois, et là il y a un phénomène de saturation par les torpilles et de saturation aussi de la défense. Vous savez, toute cette histoire des sous-marins, c'est la même chose que la fameuse histoire de la lutte entre la cuirasse et le canon. La seule possibilité de se sortir d'une situation qui était extrêmement périlleuse pendant cette période dramatique de 1942 de la bataille de l'Atlantique, ça a été effectivement de concevoir un certain nombre de tactiques pour disons parer à la menace des sous-marins pour essayer de couler de plus en plus des sous-marins allemands. Et des sous-marins, il faut le rappeler, Daniel Costel, dont la base, dont le port d'attache était des ports français de la France occupée, c'était Lorient, c'était Brest, c'était La Rochelle. Ça a évidemment beaucoup aidé les Allemands. Stratégiquement, c'était c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire de pouvoir disposer d'un seul coup pour l'autonomie des sous-marins, si vous voulez, de ces ports de l'Atlantique. J'avoue que c'est très émouvant pour moi d'évoquer ça, parce que je suis en train de m'en occuper en ce moment. Je fais une émission pour France 3 sur le 8 mai 45, et vous savez, lorsqu'il y a eu la libération, les Allemands ont quitté le territoire français, sauf les bases de sous-marins. Les bases de sous-marins de Dunkerque, Saint-Nazaire, Lorient, Royan, La Rochelle ont été tenues jusqu'au 8 mai 45. Parce que c'était les bases de sous-marins. Et vous savez, les sous-mariniers ont été terrifiants jusqu'au dernier jour. Je vous rappelle que l'U 2335 a coulé un bateau anglais qui s'appelle l'Avondale Park le 8 mai 1945. Justement, ces expéditions de ces meutes partant des ports français, leur audace, leur succès faisait bien sûr servait la propagande nazie. Écoutez. Un reporter sur un sous-marin dans l'Atlantique. Le commandant est le lieutenant du vaisseau Endras. Voici enfin un nuage de fumée. Alarm! Alerte! Das Boot geht auf Seerohrtiefe. Le navire s'immerge au ras de l'eau. Der Kommandant nimmt das Ziel ins Fadenkreuz und geht auf Angriffskurs. Le commandant vise la cible et passe à l'attaque. Rohr 2 los. Tube 2, feu. Man erkennt ihn deutlich an seiner Blasenbahn. On peut suivre la torpille à son sillage de bulles. Treffer mit Schiffs. Touché. Et voici encore 4000 tonneaux de soute anglaise pour les poissons. Le combat se poursuit contre l'Angleterre. Et c'était U-Boat 47, la chanson des sous-mariniers allemands. Vous vouliez réagir à l'archive qu'on a entendue juste avant, Daniel Costel? Oui, parce que j'ai monté une archive qui est tout à fait extraordinaire. C'est un film qui a été tourné à bord d'un sous-marin qui a été coulé ensuite. Et de longues années après, ce sous-marin a été renfloué, on a retrouvé ses bobines et on les voit. Et on voit en particulier les derniers moments du sous-marin. Parce que le nombre de ces sous-marins coulés a été aussi extraordinaire. Les tactiques, encore une fois, il s'agit de la fameuse lutte entre
la cuirasse et le canon, et les Alliés ont mis au point à partir des meutes, enfin, et contre les meutes, ils ont mis au point un certain nombre de méthodes d'attaque qui se sont révélées très efficaces. Il y a d'abord eu la généralisation des porte-avions d'escorte, avec très peu d'avions, mais qui étaient effectivement capables de suivre les convois sur toute la longueur. Et puis les destroyers, vous savez, les destroyers, ça doit être très rapide, parce que ça doit être plus rapide que la plongée du sous-marin. C'est l'idée, c'est que le destroyer va tellement vite que le sous-marin n'a pas le temps de plonger. Et qu'à partir d'un certain moment, il se trouve vulnérable, entre deux eaux, si vous voulez, aux grenades sous-marines. En plus, les Alliés ont développé l'ASDIC, qui est un système de détection par ultrasons sous la mer. Les sous-mariniers allemands plongeaient parfois à des profondeurs qui étaient dangereuses pour eux. Il y a eu des sous-marins qui ont carrément été écrasés par la pression de l'eau. Mais vous savez, toute cette affaire, à la fois du côté des marins des cargos, parce qu'il y a plusieurs dizaines de milliers qui sont morts, si vous voulez, dans ces attaques à la torpille, et dans les sous-marins qui étaient dans ces attaques, dans un climat d'horreur véritablement. Vous savez, je crois que on a peine à imaginer ce qu'a pu être l'horreur de ces combats. La bataille de l'Atlantique continue. Pendant que nos convois circulent, les U-boats, tapis dans les profondeurs, se préparent à attaquer à tout moment. Les avions allemands et des U-boats ont attaqué un convoi de plus de 30 navires. Mais comme toujours, la Navy veillait. Et avant qu'ils aient eu le temps de crier « Heil Hitler », des navires d'escorte étaient là et avaient donné une leçon aux nazis. Ils seront tous touchés. Et vous allez voir deux de ces sous-marins disparaître pour toujours au fond de la mer. Ces hommes dans l'eau sont des survivants du U-boat, exactement dans la soupe où ils aimeraient mettre les marins britanniques. N'ayez pas pitié d'eux et faisons confiance à la Royal Navy. Et c'était une archive anglaise de 1943, Daniel Costel. Un officier anglais m'a raconté que l'attitude à bord d'un bateau était différente selon qu'il s'agissait d'un cargo qui transportait du minerai ou des biens d'équipement, ou bien qui transportait de l'explosif, enfin des munitions. À bord des transports de munitions, me disait-il, on avait l'habitude de dormir avec un pyjama, tranquille, dans le lit, puisque de toute manière, on n'avait aucune espèce de possibilité de s'en sortir. Mais pour ce qui concerne, là, cette archive anglaise évoquait la destruction de sous-marins, de U-boats allemands. Alors vous nous avez rappelé à l'instant, Daniel Costel, pour quelles raisons. Il y avait effectivement les destroyers, les convois qui étaient protégés par les destroyers extrêmement rapides. Il y avait, parce qu'elles avaient été inventées en 1915, il y avait toujours les grenades sous-marines qui étaient extrêmement dangereuses pour les sous-marins. D'ailleurs, ces sous-marins étaient assez lents, les sous-marins allemands, à cette époque-là, et on pouvait facilement les rattraper, d'où des pertes absolument considérables. Je crois que sur les 40 000 sous-mariniers allemands, il y en a 30 000 qui sont morts, qui sont restés au fond de l'eau. Ouais. C'est un taux de perte absolument extraordinaire. Le renouvellement se faisait assez vite parce que d'abord il produisait énormément de bateaux, comme vous l'avez dit, d'une manière industrialisée. Là vous parlez des bateaux des Alliés qui fabriquaient plus de bateaux que les deux fabriquaient. Oui. Il y avait une espèce comme ça de course à la fabrication. Les Alliés fabriquaient des Liberty Ships d'une manière industrielle et effectivement les Allemands ont été vaincus à la fois parce que leurs bateaux étaient coulés, leurs sous-marins étaient coulés, mais aussi parce que plus ils en coulaient, plus les Alliés fabriquaient, enfin surtout les Américains fabriquaient de bateaux. Mais jusqu'au dernier moment, ce qui est terrible, c'est qu'ils n'ont jamais eu de problème pour trouver des équipages. Tout le monde était volontaire. Il y avait une espèce de mystique du sous-marin, vous voyez, des U-boats, qui est restée très vive et très forte dans la marine allemande. Ils y ont cru jusqu'au bout. Ah, tout à fait, tout à fait. Les raisons aussi d'y croire étaient que leurs sous-marins, plus le temps passait, c'est-à-dire quand on arrivait dans les zones du début 45, d'avril 45, etc., les sous-marins devenaient extraordinairement performants.
Un type comme l'U-21, par exemple, était très en avance. C'était le dernier né. Et c'était là à la fois l'arrivée du schnorkel permettait aussi de naviguer en plongée. Le schnorkel, c'était ce tube qui permettait... C'était un tube avec une espèce de soupape, si vous voulez. De disposer d'air pour renouveler ses batteries. Oui. Voilà. Et donc, il pouvait naviguer, parce que le problème du sous-marin, jusqu'ici, c'était effectivement qu'il était obligé de faire surface. Et là, il était vulnérable. Il était vulnérable, surtout parce qu'il y avait un éco-radar, n'est-ce pas? Alors cette U-21, ce type 21 qui devait sortir, il y en a quelques exemplaires qui sont sortis, fait partie de tous les sous-marins que les Allemands devront livrer aux Alliés, comme ils l'avaient fait avec leurs sous-marins de la Première Guerre mondiale, Daniel Costel. Et puis alors, après la guerre, on continue de perfectionner donc les sous-marins, aussi bien d'ailleurs à des fins militaires que civiles, avec en 1954 2 exploits réalisés la même année sous l'eau, le lancement aux États-Unis du premier sous-marin nucléaire, le Nautilus, et le record de plongée pulvérisé par un sous-marin français, le Bathyscaphe. L'ingénieur Wilm et le commandant Huot ont assisté dans le port aux derniers préparatifs de leur expédition sous-marine, dont voici les premières images authentiques. Une dernière fois, les hommes grenouilles ont plongé pour vérifier le bon état du bathyscaphe de la marine française, resserré le dernier boulon, fixé le dernier lest de grenaille. Tout était paré pour affronter l'énorme pression des abîmes sous-marins. À Dakar, il est 10h09. Le bathyscaphe s'immerge et commence à descendre vers les grands fonds qui atteignent ici plus de 4000 mètres. Descente lente que suit un moment la caméra au milieu d'un monde bientôt complètement inconnu et qui va pour la première fois être pénétré par des hommes. Un monde dense, obscur, glacé. En baie de Groton, dans le Connecticut, la sortie du Nautilus a marqué une date dans l'histoire de la navigation. Premier sous-marin atomique, le Nautilus s'est propulsé pour la première fois à l'aide de la seule énergie nucléaire. Il pourrait, dit-on, faire le tour du monde sans se ravitailler. Et c'était donc, Daniel Costel, la même année, en 54, le lancement du premier sous-marin nucléaire du monde et le record de plongée du Bathyscaphe au large de Dakar. Aussi bien hier qu'aujourd'hui, on a parlé du sous-marin que simplement que de son utilisation militaire. Et très peu de ce dont rêvaient au fond les hommes quand ils ont commencé à concevoir l'idée d'aller sous les eaux, de son utilisation pour explorer tout simplement les fonds marins. Là, avec le Bathyscaphe, on est dans une aventure qui ressemble au fond au rêve des hommes du temps de Jules Verne. On va visiter le fond des mers. Tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que le Bathyscaphe a tellement été une espèce de mythe à la Jules Verne. Enfin, ce qui est très amusant, vous savez, c'est que le Bathyscaphe, c'est le contraire du sous-marin. Le sous-marin, on remplit les ballastes avec de l'eau, puis ensuite on chasse cette eau. Alors on descend quand on la remplit, parce qu'on est plus lourd que l'eau, n'est-ce pas? Et donc on descend, et puis ensuite on chasse l'eau avec de l'air comprimé, et on remonte. Tandis que le Bathyscaphe, c'est l'inverse. Le Bathyscaphe est naturellement plus lourd que l'eau. Alors il descend, mais il descend aussi parce qu'il a de la grenaille. C'est ce qui est dit dans votre extrait. Et c'est de la ferraille, si vous voulez, qui tient par un électroaimant à la coque. La coque elle-même, c'est une coque très solide, évidemment, pour aller dans les grandes profondeurs, entourée d'essence. L'essence étant plus légère que l'eau, et ça fonctionne comme un ballon. C'est-à-dire que on descend normalement puisqu'on est plus lourd, puis on arrive à des fonds extraordinaires, et puis d'un seul coup, on relâche. Quand on veut remonter, on relâche le lest, et à ce moment-là, on remonte comme un ballon. Vous voyez, c'est très très amusant. Et comme ça que donc en 54, le Bathyscaphe va à plus de 4000 mètres au large de Dakar. Quelques années plus tard, en 60, à bord d'un sous-marin américain qui s'appelait le Trieste, Jacques Picard ira jusqu'à 10 000 mètres dans la fosse des Mariannes. Là, c'est vraiment des exploits étonnants. Et en même temps, on l'a vu, se développe une arme nouvelle. Enfin, un sous-marin nouveau, c'est le sous-marin nucléaire. Ça, il est très important parce que non seulement il est nouveau, révolutionnaire par son mode de propulsion qui lui permet mais justement, parlons-en si vous voulez. Parlons-en, pardon. Mais si vous voulez, on peut en parler de ce mode de propulsion parce que j'ai eu la chance de pouvoir faire un film pour Antenne 2, pour France 2, pour envoyé spécial sur les sous-marins nucléaires soviétiques qui sont en train de mourir à Mourmansk. Alors j'y suis allé avec Isabelle Clark et on a eu
une espèce de témoignage tout à fait saisissant de ce que pouvait être la propulsion nucléaire dans ces années 50, c'est-à-dire au début de l'introduction du Nautilus d'un côté et des sous-marins nucléaires soviétiques de l'autre. C'était très très loin des règles de sécurité nucléaire qu'on connaît aujourd'hui. En particulier, les Russes nous racontaient que pour combattre les radiations, ils avaient une serpillière et que ils nettoyaient avec leur serpillière. Ouais. Bon, et ensuite, ils pensaient que pour combattre la radiation, il y avait le meilleur truc, c'était la vodka. Enfin, vous savez, c'était des engins qui étaient très, très rudimentaires. Alors, cela dit, ils peuvent avancer très loin. Le Nautilus pourra percer la calotte polaire. Ils peuvent aussi, ce qui est très important, c'est qu'ils leur donnent une autonomie infinie, fabriquer leur eau, fabriquer leur air, ce qui fait qu'ils n'ont plus besoin de remonter aux surfaces. Et puis, alors, il y a deux types de sous-marins nucléaires, le SNA, le sous-marin nucléaire d'attaque, et le SNLE, sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Alors là, c'est plus le mode de propulsion, c'est l'armement que contient ces sous-marins qui est une révolution. Sous-marin nucléaire lanceur d'engins dont le premier, le redoutable, était lancé par le général de Gaulle à Cherbourg en 1967. C'est une journée capitale, chacun s'en rend compte. Capitale pour notre marine, et par là pour notre défense, et par là pour notre indépendance. Vive la France! Diversion 9 mètres. Nous sommes en train de réaliser une puissance moderne. Non pas une puissance destinée à attaquer ou à dominer personne, au contraire. Une force qui, dans le monde très dangereux où nous nous trouvons, doit nous donner la capacité de dissuader les autres de nous attaquer jamais, c'est-à-dire de nous donner la plus grande chance de paix qui soit possible. Et c'était le général de Gaulle en 1967, le jour du lancement du Redoutable, le premier des 9 sous-marins nucléaires français lanceurs d'engins, dont 4 aujourd'hui sont encore en service. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la guerre froide est finie? Parce que là, ce que décrivait de Gaulle, le monde dangereux, c'était celui de la guerre froide. Aujourd'hui, nous disposons encore de 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, équipés même de missiles encore plus performants dans l'avenir, puisque je crois que les crédits viennent d'être votés, c'est le M51. Est-ce que ça a un sens aujourd'hui de compter à ce point sur les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, autant qu'à l'époque de la guerre froide, Daniel Costel? Vous savez, c'est un grand débat. Je ne pense pas que le monde soit moins dangereux. Loin de là, hein, il est toujours aussi dangereux. La menace soviétique s'est éloignée, et encore, on n'en est pas sûr. La menace chinoise ou la menace nord-coréenne existe toujours. C'est un débat qui... vous savez, on ne peut pas prendre une position tranchée là-dessus. C'est très difficile. En matière de défense, si vous voulez, ce qu'on peut se dire, c'est qu'effectivement, il y a des pays qui n'ont pas cette dissuasion nucléaire, comme par exemple l'Allemagne ou l'Italie ou l'Espagne, et qui survivent très bien. Je veux dire, ils n'ont pas de problème particulier avec le reste du monde. Et d'autre part, on sait aussi, et ce sont des critiques qui sont fréquemment entendues, que la menace terroriste en particulier requiert d'autres moyens. Alors vous voyez, c'est tout un débat, on peut en parler. Oui, parce que c'est des gros budgets, on pourrait imaginer qu'on les affecte plutôt à des navires de surface, à des porte-avions, tout simplement à des troupes à terre. C'est des budgets énormes. Oui. Et il semble que même au sein de l'état-major, il y ait une controverse là-dessus. D'ailleurs, beaucoup de grandes puissances nucléaires ont réduit le nombre de leurs sous-marins lanceurs d'engins, cela dit, ils en gardent, ou de leurs sous-marins nucléaires d'attaque. Certains pays en gardent. On se souvient, par exemple, que il y a 4 ans, il y a eu cette fameuse catastrophe dans SNA soviétique, qui était le Kursk, qui montre bien au fond que du début à la fin de leur histoire, les sous-marins ont toujours été quand même des armes extrêmement dangereuses, y compris pour ceux qui se trouvent à l'intérieur.
C'est-à-dire que la menace est une menace de guerre, mais c'est aussi une menace de paix. Et effectivement, le Kursk montre bien que, en fait, le monde a eu de la chance parce qu'il s'agissait d'un sous-marin nucléaire d'attaque. C'est-à-dire qu'il ne transportait pas de missiles balistiques. Il ne transportait pas de missiles balistiques. Il l'aurait fait que ça aurait été une situation des plus dangereuses. Donc, il vaudrait mieux... dans l'avenir, si vous voulez, envisager plutôt un désarmement de ces engins. Je crois que c'est plutôt vers ça qu'on devrait militer, si on peut le faire. Merci Daniel Costel. Je rappelle que cette histoire des sous-marins, eh bien, on la retrouve dans une célèbre série documentaire, l'histoire de la marine, qui vient d'être rééditée en DVD chez TF1 Vidéo, et donc dont vous êtes le réalisateur, Daniel Costel. Vous êtes également réalisateur de l'histoire de l'aviation, également réédité en DVD chez TF1 Vidéo, et dont vous viendrez nous parler mardi prochain pour une émission sur le mur du son. À lire également une histoire de la marine d'Amaury Duchesnay, un très beau livre magnifiquement illustré, publié aux éditions Sommegy, et l'Odyssée des sous-marins de Neil Mallard, un livre qu'on peut lire de 7 à 77 ans, puisqu'il est produit par Gallimard Jeunesse dans la collection Les Yeux de la Découverte, l'Odyssée des sous-marins donc de Neil Mallard. Vous avez pu entendre un extrait du film Das Boot de Wolfgang Petersen, disponible en DVD chez Gaumont. Ces références sont disponibles au 32-30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2 bilans d'histoire. Merci à l'équipe qui m'a aidé à faire cette émission, Michel Béziquian, Claire Destacan, Claire Tesser et Violaine Ballet, ainsi qu'à notre réalisatrice Anne Kobilac. Dans 2000 ans d'histoire, un sujet rarement traité, le vin et les religions. Mais tout de suite à 14h30, la religion des auditeurs de France Inter, c'est Musique Express, Eric Oswald. Bonjour Eric. Bonjour frère Pat.